Bonjour à tous, bienvenue à un rendez-vous avec l'équipe de Mastera de la formation continue du Cégep de Jonquière. Alors, je me présente, je m'appelle Isabelle Quirion, je suis coordonnatrice de la formation continue au Cégep de Jonquière. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir et d'animer ce webinaire qui va traiter naturellement de la gestion des données, mais en voyant la gestion de données comme une opportunité naturellement pour principalement les entreprises. Pour ce webinaire aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Éric Bardet. Donc, bonjour Éric. Bonjour Isabelle. Alors, écoute, je suis vraiment très contente de t'avoir avec nous. Alors, Éric, toi, tu es enseignant, notamment à l'École de sciences de gestion de Montréal. Tu es également ancien cadre senior au siège de la Banque nationale. On a compris dès ton entrée en fonction à Mastera que tu es un passionné du domaine, puis que tu cherches vraiment à accompagner les entreprises là, dans leur développement. Est-ce que tu voudrais rajouter deux, trois petits mots pour te présenter? Oui, merci de cette opportunité. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. En fait, pour faire le lien avec les données, juste préciser que ça fait comme une bonne quinzaine d'années que je suis dans le marketing numérique. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne. J'ai été notamment directeur e-commerce chez Archambault. Et lorsque on fait du marketing numérique, on utilise beaucoup de données pour personnaliser les actions marketing. Donc, j'ai été assez rapidement impliqué dans ce bain, on va dire, où j'ai pu voir à la fois la valeur qu'on pouvait tirer des données pour faire des actions personnalisées, proposer le bon produit au bon client au bon moment, mais aussi à l'inverse, les risques si on l'utilise mal ou si elles sont dans des mains de personnes qui ne devraient pas l'être ou si elles sont mal protégées. Donc, en fait, avec cette connaissance-là, ça m'a amené progressivement à faire le saut dans le milieu bancaire à la Banque nationale, où j'ai bien contribué à mettre en place ce que l'on appelle la gouvernance de données. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Puis mon objectif, c'est de vous partager un peu à la fois ces connaissances et ces expériences pour que l'on aborde en fait la gestion et la gouvernance de données de manière simple mais efficace et organisée. Là, on parle de gestion de données, mais avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, Eric, pourrais-tu nous mettre un peu en contexte? Qu'est-ce qu'on veut dire par des données? As-tu des exemples de types de données? Qu'est-ce qu'on veut dire par la gestion de données? Ah ben oui, ben, en fait, je me souviens encore dans une de mes anciennes entreprises, on avait classé les données en à peu près 4 gros domaines. On avait les données qui décrivaient les personnes, qui en est, donc toutes les informations propres aux personnes, nom, prénom, statut, les adresses d'habitation, puis toutes les informations personnelles en fait. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Aussi, les données qui ont un rapport avec ce que l'on fait. Alors, ce que l'on fait, c'est, par exemple, lorsqu'on est sur une boutique en ligne, on fait des achats ou on visite des pages, on met des produits dans des paniers, on achète des fois on n'achète pas. Tout ce comportement-là, ben, c'est ce que l'on fait, puis ça génère des données qui nous permettent de comprendre est-ce que notre boutique en ligne, par exemple, est bien faite, ou ça peut être même dans les boutiques physiques, hein, c'est les mêmes informations que l'on a grâce aux cartes de fidélité. Donc, qui on est, ce que l'on fait, finalement, ce que l'on a aussi. Très souvent, c'est ce que l'on a acheté. Donc, c'est quoi les produits que la personne a achetés? Puis ça va nous aider à savoir, ben, est-ce qu'on peut lui proposer des produits complémentaires ou est-ce qu'il y a un certain renouvellement à faire? Donc, c'est le troisième volet. Puis le quatrième, en fait, c'est l'ensemble de ces données toutes combinées, mises dans les mains de spécialistes de données, ben, ça forme ce qu'on appelle la connaissance. Puis on va avoir l'occasion d'en parler aussi, je pense, un peu plus tard, parce que vu le temps que l'on a, on va pouvoir en parler. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, absolument. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que dans le fond, on génère probablement des données beaucoup plus
qu'on le pense, dans le fond. Mais si on utilise ces données-là adéquatement, ben ça, justement, dans le fond, ça peut devenir une opportunité pour les entreprises ou en tout cas, on peut être beaucoup plus efficace et tout. Donc là, je commence à comprendre davantage, dans le fond, l'importance de tout ça. Est-ce que tu peux me parler justement de l'importance des formations pour les entreprises en lien avec ce sujet-là? Pourquoi est-ce que, à ton avis, c'est si pertinent aujourd'hui de parler pour les entreprises d'avoir accès à ce genre de formation-là? Bon, ben, il y a un facteur qui est comme un cycle, puis un qui est venu l'accélérer. Donc, le cycle, c'est qu'on est dans une ère de plus en plus numérique. Toutes les entreprises vivent une transformation digitale. De leurs moyens de bureautique à leurs moyens d'échanger avec les clients, de commercer avec les clients. Donc, il y a une transformation digitale, numérique dans toutes les entreprises qui se fait. Puis quand on vit une transformation, puis donc ça c'est le premier point, excuse-moi, puis le deuxième point, c'est qu'on a une pandémie qui est présente depuis un peu plus d'1 an, qui fait en sorte d'accélérer ce virage pour les entreprises qui n'avaient pas encore franchi le cap. Et quand on est dans une transformation digitale, numérique, c'est qu'il y a des données. Donc, ce que l'on veut faire, c'est toujours être meilleur et mieux comprendre ses clients. Donc, tous les outils que l'on va mettre pour exploiter l'activité numérique ou même l'activité globale de l'entreprise se fait sous forme de données. On va l'analyser, ça génère énormément de données. Il y a des données qui sont peut-être pas très, qui posent peut-être pas trop de problèmes, de risques. Puis il y en a d'autres qui posent des problèmes. On peut parler par exemple toutes les données personnelles que l'on a. L'année dernière, il y a à peu près 1 an, là, ça fait bientôt 1 an, il y a un projet de loi qui a été voté. Donc c'est un projet, donc qui devrait être voté cette année normalement. Qui vise à moderniser justement les lois québécoises de protection des renseignements personnels. Et puis, cette loi-là vient faire en sorte que les entreprises vont toutes, mais toutes, publiques et privées, quelle que soit la taille, avoir une responsabilité quant à la gestion des données. Donc, ça demande de bien comprendre où est-ce qu'on a des données, quels sont les types de données, et puis quels sont les efforts que je veux mettre par type de données. Parfait. Donc, je comprends que, bon, ça peut être une valeur ajoutée, effectivement, d'avoir toutes ces données-là, mais il y a quand même une portion de risque parce qu'avec ce que tu me parles, avec la question de la loi qui s'en vient, dans le fond, on présume que ben, ça veut dire qu'il va y avoir une gestion de risque là, qui va devoir être faite, là, dans le fond, par les entreprises. Ils vont en être responsables. As-tu des exemples de risques? Oui, À quoi ça pourrait ressembler? Oui, tout à fait. Bon, il y a ce risque, on va appeler ça ce risque réglementaire, donc ce projet de loi qui s'en vient, sachant qu'on est déjà soumis à des lois. Il y a des lois fédérales, il y a des lois québécoises, puis il y en a une aussi qui est comme d'un autre continent, mais qui nous touche. C'est le RGPD, donc le Règlement général de protection des données d'Europe, qui vise à protéger les données des citoyens européens. Et du moment qu'une entreprise est accessible via, mettons, un site web, c'est l'exemple le plus facile, pour des personnes qui viennent de l'Europe, donc vu qu'on est sur le web, c'est qu'on vise large, donc on aime bien être vu de tout le monde, eh bien, on a des obligations en termes de protection de ces renseignements, en termes d'accessibilité à ces données, et même on peut, les citoyens, les personnes, les internautes peuvent demander à effacer les informations que l'on a sur eux. Ça peut sembler simple, mais pour effacer les données, il faut savoir lesquelles données on a, puis où est-ce qu'elles sont, puis comment on le fait rapidement, parce que sinon, ça risque de prendre pas mal de temps. Mais tu sais, il y a des risques réglementaires, bon ça c'est le bâton, là, mais il y a des risques opérationnels aussi. C'est comme, mettons, dans une usine qui fabrique des produits, la machinerie. Toutes les machines sont pourvues de détecteurs pour anticiper des pannes majeures ou anticiper des besoins de maintenance. Puis ça, comment ça marche? Ben, c'est que ça émet des données, ça arrive sur un tableau de bord, puis ça dit, ben, tiens, la vitesse de rotation de telle machine a baissé, le niveau d'usure est moins bon. Si les détecteurs qui servent à identifier ces valeurs-là ne sont plus bons, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, il peut arriver que la machine tombe en panne.
Puis quand une machine tombe en panne dans une usine, ben, c'est du chiffre d'affaires. C'est peut-être des emplois qui vont être mis en arrêt parce que la machine ne tourne plus. C'est des ventes qui vont peut-être pas pouvoir être honorées dans les temps. Donc ça, c'est des données aussi. Puis, on a à peu près tous, dans les entreprises, il y a à peu près tous des renseignements, des employés. Donc on a des renseignements sur les employés. On a le NAS, on a, c'est bien ça, les coordonnées bancaires pour le faire payer. Donc, toutes ces données-là aussi, elles sont utiles pour l'entreprise. Mais si quelqu'un de malveillant viendrait à les prendre, ça expose pas mal l'entreprise. Je pense qu'il y a une enseigne avec un gros logo vert qui, il y a quelques années, a eu un enjeu par rapport à ça. Parce que ben, c'était une intention, c'était quelqu'un de mal intentionné à l'intérieur. Donc, ça peut être à l'intérieur comme ça peut être à l'extérieur. Donc, l'importance, dans le fond, le niveau de risque est soit réglementaire, dans le fond, ou opérationnel. Puis en même temps, il y a des données, effectivement, qui peuvent être reliées à l'industrie comme telle. Ça peut être des données qui sont reliées à des clients, dans le fond, mais ça peut être aussi nos propres employés, finalement, à même nos entreprises. Donc, il y a toute une notion de sécurité des données. Donc, oui, l'utiliser à bon escient, dans le fond, pour pouvoir faire profiter, bénéficier pour l'entreprise, mais en même temps, on a aussi des responsabilités comme entreprise avec ces données-là. Puis il va falloir, bon, c'est ça, bien s'en occuper. Tu as parlé tout à l'heure d'un gros changement numérique. Effectivement, hein, la transformation numérique actuellement, elle est quand même assez présente et elle a été exacerbée dans le contexte de la pandémie actuelle. Ça a été, ça nous a plongé encore plus dans ce volet-là. Mais comment est-ce que tu parlerais aux entreprises? Là, comment est-ce que tu penses qu'elles vivent ça, elles, présentement, ces transformations-là, qui sont quand même assez majeures? Parce que tu m'expliquais que c'est, dans le fond, un des besoins de former là, par rapport aux données, mais que les entreprises, elles le vivent comment concrètement présentement? Ben, en fait, je pense que toutes les entreprises ne mesurent pas forcément la valeur de leurs données. Puis, pour revenir sur la question précédente, je dirais qu'il y a même un risque stratégique. Simplement, imaginons une entreprise qui fait une étude pour se développer dans une nouvelle province, puis c'est une province où il y a beaucoup de concurrence, mais ils ont fait une bonne étude, c'est ficelé, ils ont investi énormément d'argent, ils sont prêts à ouvrir des bureaux, à embaucher du personnel, et puis ces données-là tombent dans des mains indésirables, mais c'est stratégique, là, c'est une importance stratégique. Donc c'était juste pour dire, il y a opérationnel, stratégique et réglementaire, effectivement. Donc, en fait, comment est-ce que les entreprises vivent ou vont vivre cette situation, cette transformation numérique? C'est d'un côté, elles sont conscientes que les outils numériques permettent d'en savoir plus sur les clients. Donc, ça nous permet d'être plus efficaces auprès d'eux. Puis de l'autre côté, elles sont conscientes aussi qu'il y a des risques importants parce que la valeur des entreprises, OK, il y a le capital, ça c'est important, mais on a observé ces dernières années qu'une bonne partie de la valeur des entreprises, c'était le volume de données de qualité qu'elles avaient aussi. Il y a beaucoup de startups qui se font racheter, pas parce que c'est un super modèle, mais juste parce qu'elles ont déjà des millions de profils qui sont bien renseignés, et ces données-là, c'est une valeur inestimable pour faire des actions marketing et donc monétiser ces données-là. Donc, les entreprises sont conscientes que d'un côté, il y a des données à utiliser, donc il faut qu'on puisse donner l'accès à des employés qui sont habilités. Et puis de l'autre côté, qu'il faut quand même les protéger aussi. Alors, est-ce que je donne toutes les données, accès à toutes les données à tous les employés? Est-ce que je le fais en fonction de leur expertise, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur statut? C'est toutes des questions qu'on se pose. Et pour répondre à ces questions-là, ben, il faut y aller progressivement et il faut déterminer des étapes dans la gouvernance de données, puis dans la gestion de données aussi. C'est vraiment intéressant parce que dans le fond, on réalise peut-être pas à quel point ça a un impact là, finalement dans notre quotidien. Et je ne sais pas non plus s'il y a déjà des entreprises qui ont peut-être réalisé dans le contexte de la pandémie à quel point ces données-là étaient importantes, primordiales, et où quel impact ça avait dans le fond dans leur quotidien et où, ah mon Dieu, il faut aussi que je protège ces données-là de telle façon. Je me demande si justement dans le contexte, ça a probablement fait une petite prise de conscience. Ben, je peux te donner un exemple. Dans les cours que je donne à l'École de sciences de gestion, les universitaires ont un travail de session à faire, puis ce travail,
c'est d'aider notamment des jeunes entrepreneurs qui se partent en boutique en ligne, qui font du commerce en ligne depuis pas très longtemps, tu sais, mettons 12, 18 mois. Et leur mission, c'est d'identifier quel est le levier qu'on peut activer sur la boutique pour faire en sorte que ça génère plus d'argent. En gros, tu as comme 3 gros leviers. Tu as l'acquisition, donc essayer d'être plus visible, d'attirer plus de monde sur ta plateforme. Puis, une fois que tu as du monde sur ta plateforme, de faire en sorte qu'ils achètent, tu sais, de convertir le plus en plus de monde. Et puis, une fois qu'ils ont acheté, ben, tu veux les fidéliser aussi parce que ça coûte moins cher de fidéliser quelqu'un que le recruter. Et puis, les données, là, elles sont vraiment importantes parce que les sources de trafic ou le volume de conversion que l'on a ou le pourcentage de personnes qui sont fidélisées, c'est toutes des informations qui vont te permettre de travailler efficacement puis de rentabiliser ton outil de travail. Très souvent, on pourrait se dire, ah, j'ai pas assez de monde qui vient voir sur ma boutique, il faut que je fasse plus de publicité. Et en fait, on s'aperçoit que la boutique en elle-même, elle convertit pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a juste, mettons, 1% des clients, des internautes du moins, qui arrivent sur le site, qui achètent seulement 1%. La moyenne, on va dire, c'est comme, mettons, 2,5-3. C'est une moyenne un peu en l'air, ça dépend des secteurs et tout, mais c'est à peu près ça, 2,5-3. Donc, en ayant ces données, parce on a des données sur la performance de la boutique en ligne, on appelle ça l'analytique web, et bien on est capable de dire que finalement, ben non, c'est la conversion qui n'est pas bonne, puis il faudrait qu'on travaille d'abord notre conversion pour faire en sorte qu'il y ait une plus grosse proportion d'internautes qui passent à l'achat avant d'en faire venir d'autres. Parce que si c'est 1% aujourd'hui qu'on fait venir plus de monde, ce sera toujours 1%. Donc, ça nous permet d'améliorer notre outil, un outil dans lequel on a investi de l'argent, puis potentiellement, il y a même des employés qui travaillent dessus. Donc, les données, un exemple de données, ben, c'est des données d'analytique web qui vont vous donner la performance d'un site web. Je veux juste être certaine de bien comprendre, dans le fond, Éric, quand tu parles de conversion, ça veut dire que, dans le fond, les gens qui viennent sur mon site web, s'ils ne mettent pas des objets dans le panier, je vais le dire comme ça, dans le petit panier pour pouvoir acheter, c'est de dire, ben, il faut peut-être se concentrer sur ce petit bout-là, dans le fond, avant même d'envisager peut-être d'autres démarches. Donc, l'entreprise peut se concentrer d'abord sur dire, bon, OK, comment ça se fait que les gens sont sur mon site, mais après ça, ils ne font pas de transactions, dans le fond. Exact, tout à fait. La conversion, en général, c'est effectivement la transaction. Tu fais bien de le préciser parce qu'il peut y avoir d'autres objectifs. Mais oui, c'est la conversion de la visite en achat. OK, excellent. Donc là, je comprends ce petit bout-là. Tu as parlé de gouvernance de données, puis de gestion de données. Ah, oui. Là, pour quelqu'un comme moi, là, il faut que tu me démêles un peu. Peux-tu me dire s'il y a une différence, si c'est quoi la différence entre les deux? OK. En fait, il y a un point commun déjà entre les deux, c'est que les équipes vont travailler ensemble. Ça, c'est le point commun. Elles travaillent dans la même entreprise, c'est le point commun. La différence qu'il y a, c'est la gouvernance de données, c'est peut-être plus à un niveau stratégique et la gestion plus à un niveau opérationnel. Donc, je vais expliquer. La gouvernance de données, par exemple, on va définir pour l'entreprise, c'est quoi d'avoir une donnée de qualité? Ben, tout le monde pourrait dire, ben là, j'ai des données, elles sont de qualité. Non, je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples faciles. Mettons que vous travaillez dans une institution bancaire, que vous avez un statut d'une personne qui est mariée et qui vit en couple et que vous n'avez pas mis ces données à jour lorsqu'elle s'est séparée pendant la pandémie. Malheureusement, ça peut arriver. Et que cette personne-là vous rappelle, et puis si vous n'avez pas fait la demande de mise à jour, donc il y a toujours ce lien qui peut exister entre son compte personnel, les comptes qu'il y a en couple, mettons, s'il y en a, ça peut poser des enjeux assez importants. Donc, par exemple, la fraîcheur de la donnée peut être un élément de la qualité. Un autre exemple qui m'est arrivé, là, puis ça me fait toujours sourire, dans une de mes entreprises auparavant, je regardais la masse salariale. Puis dans l'entreprise où j'étais, il y avait énormément de systèmes qui travaillaient sur la masse salariale. C'était des systèmes plus ou moins vieux, plus ou moins pas le même langage. Un qui était plus anglophone, l'autre qui était plus francophone. Puis quand on regardait les chiffres qui venaient d'une machine et de l'autre, on n'avait pas la même masse salariale, mais pas du tout la même masse salariale. Je dis, ben là, ça ne marche pas.
qu'est-ce qui se passait? Ben, c'est parce qu'il y a une machine qui utilisait la virgule pour faire le séparateur de milliers, puis l'autre qui faisait la virgule pour les décimales. Donc, c'est sûr que quand vous voulez additionner, mettons, un salaire de 50 000, puis que celui-ci devient 50, ça ne fait pas les mêmes chiffres. Donc, ben, c'est ça, il faut aussi que ce soit réaliste. Donc, il y a plusieurs éléments, en fait. Il peut y avoir jusqu'à 7 dimensions pour définir la qualité. Ça dépend vraiment des entreprises. C'est des choses que l'on voit pendant les formations. Donc, définir les normes de qualité, ça peut être aussi les rôles qu'il va y avoir dans l'entreprise par rapport à la gouvernance de données. Je m'explique. La gouvernance de données doit définir des stratégies et dire, par exemple, bon, la stratégie qu'on va mettre en place pour accéder aux données, ça va être en fonction du profil de la personne, ou ça va être en fonction du besoin de la personne. Puis à partir de là, elle aura accès à une plateforme sécurisée où elle pourra utiliser ces données et pas les exporter. Ben, cette règle-là, ça se détermine au sein d'une équipe qui est la gouvernance de données. Puis si elle doit être révisée ou remise en cause, on va définir les différentes étapes pour valider que ben, finalement, ça n'était pas terrible. On va peut-être réviser un peu la méthode, on va le faire un peu différemment. Mais au moins, le raisonnement, le processus, la méthodologie, elle est commune pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, la gouvernance de données est constituée de plusieurs personnes qui représentent plusieurs secteurs dans l'entreprise, technique, légal, affaires, stratégie, exécutif. Il y a plusieurs niveaux selon. Puis, on définit des principes directeurs, des normes, des règles. Alors que la gestion de données, on définit l'éthique aussi. Ah oui, j'allais oublier celui-là, l'éthique. L'éthique, c'est pas ce que l'on peut faire, mais c'est ce que l'on doit faire. Est-ce que tu sais ce que c'est l'éthique, Isabelle? Bien, je sais ce que c'est l'éthique, mais comment tu pourrais l'expliquer dans notre contexte actuel, dans le fond? Parce que là, je me dis, ah ouais, l'éthique, dans le fond, de comment on utilise nos données, mais au moins, je présume que c'est un peu ça, mais... Ben, en fait, il y a une histoire que j'aime bien raconter, puis peut-être que certains des internautes la connaissent. C'est une histoire qui est arrivée avec l'enseigne Target aux États-Unis aux alentours de 2015, 2016, je crois, quelque chose de même. En fait, bon, je remets le contexte. En 2015-2016, Target, qui est une grande enseigne aux États-Unis, leur volonté à eux, ben, c'est de développer toujours plus de chiffre d'affaires, de faire toujours plus d'argent. Okay. Puis un des buts pour arriver à faire plus d'argent, ben, c'est faire du marketing très ciblé. Plus on est précis, plus on est rentable dans nos actions. Donc là, ils se sont intéressés auprès d'une clientèle particulière, les femmes enceintes. Pourquoi les femmes enceintes? Ben parce que les jeunes parents, c'est des gros consommateurs une fois qu'ils ont leur petit bébé. J'en sais quelque chose, j'en ai un d'un an. Effectivement, on a des gros consommateurs. Donc, ils sont intéressés aux femmes enceintes. Puis là, ils ont monté une équipe de spécialistes de la donnée. Puis ils ont dit, bon, votre mission à vous, là, c'est d'identifier les femmes qui sont enceintes avant qu'elles accouchent et que ce soit marqué dans le registre des naissances, qui est un registre public. Pourquoi? Parce qu'on veut le savoir avant les autres. Une fois que c'est marqué dans le registre public, tout le monde le sait, puis là, c'est la guerre, puis ça va nous coûter très cher. Nous, on veut le savoir avant. Débrouillez-vous. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé des historiques d'achat de millions de consommatrices dans leurs magasins. Puis, ils en ont acheté d'autres aussi, mais principalement dans leurs magasins. Et puis, ils ont identifié des produits, 25 en fait à l'époque, 25 produits qui étaient très souvent achetés par les femmes qui étaient enceintes avant qu'elles accouchent. Donc, ils ont identifié ces 25 produits. Et puis après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait comme un petit algorithme en place qui visait à définir la probabilité de clients actuels en fonction de leurs achats d'être enceinte ou pas enceinte. Donc là, on voyait, ah ben tiens, elle, non, elle n'a pas acheté de produit, elle, là. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une jeune ado de 16 ans qui est arrivée, puis oh oui, oh mon Dieu, elle a acheté plusieurs de ces 25 produits. Donc, son niveau de probabilité pour qu'elle soit enceinte, c'était très élevé, c'est plus de 87%. Ça marche beaucoup avec les probabilités de marketing, hein, OK? 87%.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, tu as la machine marketing qui s'est mise en route. Ils ont fait un beau publi-postage ciblé avec la dame. Voici, hop, ils ont envoyé ça par la malle avec des beaux produits pour les femmes enceintes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, cette jeune ado à 16 ans, elle vivait chez ses parents, tu sais. Puis c'était dans la malle. Donc, c'est le papa qui a ouvert. Il n'a pas fait vraiment attention. Puis là, il a vu que c'était des produits pour femmes enceintes. Hey, il était rouge, il a appelé Target, il a dit, qu'est-ce que vous faites, mon Dieu, vous voulez inciter ma femme à tomber, ma fille à tomber enceinte, ça marche pas, mon Dieu, c'est quoi cette enceinte? Puis là, Target s'est excusé en disant, écoutez, on vous revient dans une semaine, on analyse qu'est-ce qui s'est passé, puis on vous revient dans une semaine. Et une semaine après, Target rappelle le monsieur pour expliquer, puis ils n'ont pas le temps de parler que le monsieur dit, bon, j'ai eu une discussion avec ma fille et je dois vous présenter mes excuses. Elle est effectivement enceinte. Bon, ok. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que l'algorithme de Target fonctionnait. En gros, donc ils peuvent faire ça. Ils peuvent arriver à identifier les personnes qui sont enceintes. Ça, c'est cool. L'éthique, c'est est-ce qu'ils auraient dû envoyer faire marcher la machine marketing pour une jeune ado de 16 ans. Tu sais, entre pouvoir et devoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec les données, on peut faire énormément de choses, mais est-ce que dans les valeurs de l'entreprise, c'était vraiment pertinent d'envoyer une communication pour femme enceinte à une jeune ado qui vivait chez ses parents? C'est ça l'éthique. C'est là où l'entreprise doit déterminer la limite, ou jusqu'où elle va aller. Donc ça, c'est dans la gouvernance, c'est ce que je comprends, là, dans le fond. C'est ça. Donc la gouvernance va définir, va travailler avec plusieurs personnes dans l'entreprise pour définir ces frontières-là, cette éthique, ces valeurs de l'entreprise. En fait, dans l'éthique se reflètent beaucoup les valeurs de l'entreprise. Donc, jusqu'à où ils vont pouvoir aller, dans le fond, dire, OK, ici, c'est correct, c'est dans notre efficience, c'est dans le permettre à l'entreprise de grossir, de prendre de l'ampleur, mais dans d'autres aspects, dire non, on ne va pas là, parce que dans nos valeurs comme entreprise, justement, dans cet exemple-là, on n'ira pas cibler des jeunes femmes enceintes, par exemple, on n'ira pas dans cet aspect-là. Il y a un côté éthique qui est pas approprié. OK. Donc, si je résume, dans le fond, dans la gouvernance des données, tu as parlé des principes directeurs, donc des valeurs, dans le fond, qui sont aussi importantes, mais pour un ensemble de différents services à même l'entreprise. Donc, c'est pas juste la grande direction ou la direction de comme telle, mais c'est dans le fond tous les services ou en tout cas tous les aspects qui peuvent être touchés par ça. Donc, tu as parlé également de la norme de qualité des données. Donc, ces données-là, on peut avoir plein de données, mais si elles ne sont pas de qualité, c'est pas très utile ou en tout cas, ça va peut-être même amener d'autres soucis. Exact. Et naturellement, bon, le rôle dans les équipes de chacun, mais l'éthique également qui est super important. Donc là, on comprend plus, dans le fond, la gouvernance est un petit peu plus macro quand même d'une certaine façon, là, dans le fond, quand on le voit comme ça. Exact, c'est stratégie. Alors que la gestion de données, en fait, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est comme incroyable, mais la gestion de données, on est tous impliqués dans l'entreprise dedans, mais tous. Donner un exemple. Le plus commun, c'est les services informatiques. Donc, les services informatiques, IT, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils protègent les données, donc ils mettent des solutions technologiques pour sécuriser les données, pour éviter aussi qu'on se retrouve d'un côté avec des données avec une virgule comme séparateur de milliers, puis l'autre comme des séparateurs décimales. Donc ça, c'est les services techniques qu'ils font, puis ils sont très bons là-dedans. Mais il peut y avoir aussi, mettons que je reviens dans mon exemple d'une usine, ceux qui s'occupent de la maintenance pour la production doivent s'assurer que tout ce qui monitore leur performance fonctionne bien. Parce que si ça ne fonctionne pas, les voyants ne passeront jamais au rouge ou jamais au orange au bon moment. Et ça a des impacts importants pour l'entreprise. Les employés au service de la clientèle, on a tous une expérience comme ça avec la banque ou l'assurance. Souvent, tu les appelles, ils disent oui, bon, ben pour des mesures de sécurité, je voudrais valider vos informations personnelles. Donc ça, on le fait, ok, ça c'est pour l'authentification. Mais très souvent, ce qu'ils font, ils disent bon, ben, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu au téléphone, je vais en profiter pour mettre vos données à jour. Alors, est-ce que vous habitez toujours à telle adresse? Est-ce que vous avez toujours un enfant et 4 chiens, 3 canaris?
Donc, ils mettent à jour des données. Donc, même les employés qui sont en lien avec les clients contribuent à la gestion de la donnée parce qu'on a vu tantôt qu'une donnée à jour a beaucoup plus de valeur qu'une donnée qui date. Un autre exemple qui va parler à beaucoup de monde en ligne, là, parce que c'est de la folie en ce moment au Canada, puis à travers le monde en fait, c'est le comportement face au hameçonnage. Tu sais, les courriels que l'on reçoit où il y a un petit lien dessus, mais il ne faut pas que tu cliques. C'est super important, il faut que tu cliques, mais non, il ne faut pas que tu cliques. Pourquoi? Ben parce que c'est une porte ouverte pour les fraudeurs pour rentrer sur les serveurs de l'entreprise. Puis ça, c'est des réflexes à développer. Puis ça fait partie de la gestion de la donnée, parce que les courriels que tu reçois, ben, c'est de la donnée. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on dit très souvent, la gestion de la donnée, c'est pas juste l'affaire des IT, c'est pas vrai, c'est vraiment une conscience culturelle, une conscience d'équipe. Et très souvent, pour mettre en place les bonnes actions, elles sont réfléchies dans la gouvernance pour dire, bon, ben, la chose prioritaire en ce moment, celle qui est le plus à risque pour nous, c'est par exemple, je sais pas moi, les données de nos employés. Parce que les ressources humaines ont les données de 120 employés, mais c'est hébergé sur Google Drive, par exemple. Donc, il faut qu'on trouve une autre solution pour qu'on puisse à la fois sécuriser ces données adéquatement et puis à la fois permettre à des spécialistes de données de faire des analyses sur les profils des employés pour déterminer ceux qui auraient besoin de formation ou ceux qui pourraient changer de poste. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la gestion de données, ça va faire tous. Donc là, tu as comme la gestion de données puis la gouvernance de données, les deux travaillent ensemble, mais c'est l'un qui est plus opérationnel, l'autre qui est plus stratégique. Mais ça touche vraiment tout le monde parce que là, exact. Juste avec les exemples que tu mentionnes, je me dis oui, c'est vrai que souvent, la gestion de données, tout ce qui touche les données, on a tendance à le voir vraiment dans la cour des techniciens informatiques ou en tout cas dans la cour du service informatique, je dirais, dans le fond, dans les entreprises. Puis des fois, quand on est dans des petites entreprises, ben, c'est le gestionnaire qui fait foi de tous ces beaux services. Mais effectivement, c'est que là, on parle de ce volet-là, mais on parle du volet, effectivement, bon, du gestionnaire, mais les ressources humaines également, où il y a des données. Donc, on voit là que, effectivement, c'est vraiment l'affaire de tous. Puis, il y a des comportements, même où on aurait de la formation à donner, peut-être en cybersécurité, tu parlais d'hameçonnage. Donc, on voit que, comme entreprise, d'offrir de la formation à son personnel, juste sur des sujets aussi simples que ça, mais qui sont très, 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 très importants dans le fond, là, peuvent avoir une incidence vraiment particulière. Donc, Mastera, nous, on en offre des formations, notamment avec toi. On a trois formations là, qui permettent aux gens, dans le fond, d'aller un petit peu plus loin. On en a également dans le domaine de la cybersécurité et tout ça. Puis, ces formations-là sont quand même assez importantes. Puis, à ton avis, l'entreprise qui viendrait suivre ces formations-là, qui sentirait qu'il aurait besoin de ces formations-là, viendrait en tirer profit comment? Comment concrètement ça pourrait lui apporter? Ben, c'est une bonne question. En fait, la transformation numérique va tellement vite d'un bord. De l'autre bord, les citoyens que nous sommes sont tellement conscients du risque que l'on court si nos données sont mal gérées, qu'on devient plus exigeant auprès des entreprises, ce qui fait que les gouvernements prennent des dispositions légales pour forcer les entreprises à de la transparence, à une gestion saine, à l'accès aux données pour les individus. Donc, il y a tout ce contexte-là qui se met en place. Et si on attend que les lois québécoises sortent, par exemple, ce que l'on risque de vivre dans les entreprises, ce n'est pas une évolution culturelle. C'est en plus de la transformation numérique, c'est une révolution culturelle. Et c'est beaucoup plus difficile à gérer comme ça. Donc, le fait déjà d'avoir reçu une certaine formation, d'avoir une certaine connaissance de là où on peut aller, quels sont les éléments essentiels qu'il faut aller chercher, comment on priorise la mise en place
d'une bonne gestion de données? Est-ce que j'ai besoin d'une gouvernance de données ou comment est-ce que je peux la mettre en place dans mon entreprise sans que ça vienne bousculer tout l'équilibre qu'il y a entre les différents employés? Ben, il faut se préparer, puis en fait, la préparation est de plus en plus courte parce que les lois sont de plus en plus nombreuses et arrivent à grands pas parce que la pandémie nous a accéléré la transformation numérique. Les entreprises ont beaucoup plus de données que ce qu'elles sont capables d'exploiter pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans ces données, dans ces formations? On veut identifier les données avec lesquelles on peut aller chercher le plus de bénéfices, le plus de valeur dans l'immédiat. Donc, on priorise. C'est quoi la première action? Puis quand ça va générer de l'argent, ben, on va être capable de dégager des ressources pour travailler sur des choses peut-être plus profondes, mais qui demandent peut-être plus de préparation. Donc, on va travailler sur la valeur. Et on va faire la même chose sur les risques. On va identifier les risques. C'est où les potentiels risques que l'on a partout dans l'entreprise? Puis chaque entreprise va pouvoir identifier ses propres risques, parce que chaque entreprise a sa propre réalité. Les risques des uns, comme je disais, par exemple, je reviens encore sur mon modèle, mon exemple de maintenance. Ben, une entreprise qui fait du commerce, ça n'a peut-être pas des détecteurs pour savoir si ses machines fonctionnent bien. Donc, c'est peut-être pas les mêmes importances. Donc, il faut identifier les risques dans les entreprises, les prioriser, les travailler. Qui c'est qui travaille dessus? Comment on s'y prend? Quels sont les efforts que l'on fait? Tout ça. Et puis, la majorité des entreprises, quand elles grandissent, elles ont des projets. Ça veut dire que dans les nouveaux projets, maintenant, il faut que tu penses à la gestion de la donnée. Il faut que tu le prennes en compte. On va éviter d'avoir 2 fois la même donnée. On va essayer d'utiliser la même donnée. On va éviter de faire en sorte qu'entre 2 systèmes, il y ait une intervention humaine. On va le faire en direct pour pas qu'il y ait de transformation de données, qu'il peut y avoir de déformation même avec les humains. Donc, au final, on va outiller les entreprises pour qu'elles puissent dégager plus de valeur, réduire les risques et faire une évolution culturelle à la taille de l'entreprise, donc progressivement, et être prêt à l'avalanche de lois qui s'en vient, notamment sur la loi de modernisation des lois de protection de l'enseignement personnel, des lois québécoises de protection de l'enseignement personnel. Il faut savoir qu'en fait, juste une petite parenthèse, c'est qu'on peut être fier. Je pense qu'on va avoir l'une des lois de protection des renseignements personnels les plus à jour et les plus réalistes et les plus concrètes au Canada. Et je me demande si on ne devrait pas avoir d'autres provinces qui vont nous copier par la suite. On peut être fiers de nous. Alors, on peut être fiers de nous. Ça va être vraiment fantastique pour le Québec, effectivement. Puis tant mieux s'il y a d'autres provinces qui prennent exemple. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a une responsabilité là, pour les gestionnaires, mais pour les entreprises comme telles. Aussi, soit petite, moyenne ou grande soit-elle, dans le fond. Puis autant public que privé, tu l'avais bien dit tout à l'heure, dans le fond, aussi à l'intérieur de ça. Puis on comprend que, bon, on l'a dit tantôt, avec la transformation numérique, la pandémie actuelle, les gens vont devoir réajuster le tir rapidement sur les aspects peut-être plus, je dirais, essentiels, là, dans le fond, là, sur quoi ils doivent se corriger le tir. Naturellement, tu l'as bien dit, après ça, ben OK, comment je peux maximiser peut-être certaines données, comment je peux travailler avec ce que j'ai présentement. Puis après ça, il va falloir aussi que je m'oriente par l'avenir parce que je vais avoir aussi, ma responsabilité va demeurer dans le fond là, à cet égard-là, autant pour le bien-être de mon entreprise que pour la sécurité des données de mes employés, que pour la sécurité des données de mes clients. Puis on l'a vu là, à quel point ces données-là sont assez précieuses dans le fond dans notre quotidien. Donc, nous, on offre effectivement avec toi trois formations. Il y en a une qui s'appelle la modernisation des lois québécoises sur la protection des renseignements personnels. Donc, un peu ce que tu viens de nous parler, peut-être un peu, j'ai l'impression, là, dans le fond. Là. Donc, en fait, oui, il y a le projet de loi qui a été posé l'année dernière, puis c'est un des rares projets de loi où il y a eu consensus. Donc, du coup, ça va aller assez vite pour passer au statut de loi.
On s'attend à ce que les cabinets d'avocats, les spécialistes, s'attendent à ce que ça sorte cette année. Je pense que c'est sûr que la pandémie bouleverse un peu le calendrier, mais c'est sûr que ça ne sortira pas en 2022. Donc, cette formation, ça vise à comprendre c'est quoi les impacts pour les entreprises, comment ça se traduit en termes d'organisation. Les responsabilités sont énormes. Elles sont autant légales que financières. Alors, on va en voir l'importance, dans le fond, de suivre ces formations-là. Ensuite, on a une autre formation avec toi, la gestion des données, une activité continue impliquant tout le personnel. Donc là, j'ai l'impression que c'est exactement ce dont on a parlé tantôt. Hein? Exact. C'est autant l'employé dans sa tâche quotidienne que les responsables de certains services, que les gestionnaires, puis dans le fond aussi l'interaction entre ces données-là d'un service à l'autre aussi. Donc là, on voit également à quel point c'est important. Et on a aussi, ce que tu nous as parlé, la gouvernance des données. Donc, comment est-ce que je peux, dans le fond, regarder au plan macro finalement, puis les valeurs, le côté éthique dont on a parlé tantôt, les rôles de chacun, s'assurer de la qualité des données, puis comment est-ce qu'on va mettre en place, dans le fond, tout ça. Puis, toujours dans l'optique aussi que ça devienne une opportunité à saisir. Hein? Dans le fond, si je nous ramène un peu à notre titre de webinaire, c'est dans le fond, la gestion des données, c'est une opportunité. Un petit mot de la fin à cet égard-là pour toi? Oui, en fait, ces formations, c'est vraiment une combinaison de théorie et de pratique. Ça permet de mieux comprendre. Ce qu'on veut, c'est que les personnes qui ressortent de ces formations aient développé des réflexes pour qu'ils puissent adapter la gestion ou la gouvernance de données à la réalité de leur entreprise. Donc ça, c'est important. C'est une combinaison des deux, théorie et pratique. Et puis, je dirais aussi, je pense que je vais commencer par ça en disant que les données, ça ne figure pas au bilan d'une entreprise. C'est vrai, hein? Puis, par exemple, même une banque qui a énormément de données, ça ne figure pas dans son bilan d'entreprise. Ça ne fait pas partie de la valeur financière de l'entreprise. Pourtant, lorsqu'on regarde les startups qui sont rachetées aux États-Unis ou beaucoup d'entreprises qui sont rachetées à des gros billets, des plusieurs millions de dollars, oui, il y a un petit peu la technologie derrière, mais oui, il y a surtout la qualité des données qu'il y a là-dedans. Donc, une entreprise qui va être à l'aise avec une gestion saine, simple, mais saine de ces données, avec une gouvernance qui est claire. Pas besoin de faire quelque chose de compliqué, mais qui est clair pour tout le monde. C'est sûr qu'elle va se positionner comme leader très rapidement. C'est sûr. Excellent. Ben, écoute, je suis vraiment contente d'avoir eu le bonheur de discuter avec toi pour le webinaire. Dans le fond, également, peut-être préciser, là, c'est toujours possible pour nous de répondre à des questions dans le clavardage, là, si jamais il y en a. Également, je vous ai déposé justement dans le clavardage du webinaire un lien pour avoir plus d'informations un peu sur les types de formations qu'on peut offrir, mais également sur les informations dont tu vas parler aujourd'hui. Si les gens veulent approfondir comme gestionnaire ou comme employé, finalement, également, il est possible de suivre ces formations-là. Idéalement, ça serait de vous inscrire tout simplement en cliquant sur le lien que j'ai déposé dans le clavardage. Et puis, vous pouvez avoir les offres de formation de Mastera, mais également nous poser des questions. On peut même faire de la formation sur mesure en entreprise parce que des fois, hein, on l'a dit, Eric, des fois, il y a des contextes très uniques, très particuliers. Tu parlais tantôt dans une entreprise qui est plus usine, par exemple, c'est la gestion des données sur ces appareils ne seront pas la même qu'une entreprise où elle fait de la boutique en ligne, dans le fond, et plus e-commerce, comme on l'entend dans le quotidien. Donc là, il va y avoir aussi tous ces aspects-là. Puis on l'a dit, dans la gestion de données, finalement, il y a quand même des opportunités, mais il y a quand même des responsabilités aussi là, qui vont venir avec. Certaines vont être réglementaires dans un certain temps. Mais au-delà du côté réglementaire, il y a le côté éthique aussi de ce qu'on fait avec ces données-là. Mais il y a aussi, comment est-ce que, comme entreprise, je peux m'en servir à mon propre bénéfice finalement là, pour grossir. Puis je présume qu'on n'en a pas tellement parlé, Eric, mais ça doit être assez important
aussi pour autant une petite PME qu'une grande entreprise, parce que la petite PME qui veut survivre au départ, qui veut se développer, qui veut s'agrandir, si elle ne prend pas soin de sa gestion de données, ça peut avoir un impact assez grand, là. Oui, ça fait partie du quotidien. Tu sais, la donnée fait vraiment partie du quotidien. Tout le monde l'utilise, parfois même sans savoir. L'objectif, c'est de faire en sorte de l'utiliser correctement, puis il ne faut pas inventer l'eau chaude. Okay? Il y a des approches qui existent, qui fonctionnent très bien. Il faut juste en prendre connaissance, développer ses réflexes. La première chose qu'on fait lorsqu'on fait une intervention dans une entreprise, c'est identifier les données, les sources de données. Où est-ce qu'il y a des données? Puis des fois, il y a des entrepreneurs qui en découvrent. Ah oui, ça c'est une donnée. Eh oui, effectivement, c'est une donnée aussi. Donc, puis ça nous permet, en ayant identifié les données, après de mettre en face simplement un tableau plus-moins, hein, les valeurs et les risques, puis d'identifier sur lesquels on va mettre les efforts en premier, en fonction de l'appétit pour le risque, et puis aussi en fonction de la richesse qu'on veut aller en chercher. J'avoue que ça, juste ça en soi, ça doit être assez intéressant de se questionner puis de dire, mon Dieu, moi, dans mon entreprise, dans mon milieu, ils sont où toutes les sources de données? Et là, depuis tout à l'heure, tu en parles et là, je suis en train de revoir dans ma tête, juste chez nous, dans le fond, à Mastera, où sont toutes les sources de données, tu sais, dans le fond, est-ce qu'on les a tous en tête, là, tu sais, dans le fond, dans notre quotidien? Parce que dès qu'on utilise une plateforme, même externe ou extérieure, on vient déjà de souvent accumuler de la donnée peut-être indirecte, mais quand même, tu sais, dans le fond, on vient quand même d'en accumuler. Puis on est quand même responsable de ce qu'on en fait, là. Je vais donner un exemple. Je vais faire preuve d'humilité là-dessus, hein. J'espère que je ne vais pas baisser dans votre estime, mais lorsque j'étais directeur e-commerce, j'avais un intérêt effectivement à ce qu'on fasse pas mal de ventes sur le web. Okay? Puis à chaque fin de mois, quand on comparait le chiffre d'affaires que je faisais sur la boutique en ligne et que la comptabilité me sortait, bizarrement, la comptabilité avait toujours moins que moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc on avait tous les deux, on utilisait tous les deux le mot chiffre d'affaires. Et en fait, la raison pour laquelle le mien n'était pas bon, c'est que dedans, j'ai inclué les cartes cadeaux. Donc, les cartes cadeaux, c'est pas une vente d'un produit, c'est juste un changement de solution de paiement. Mais moi, je le poussais pour que les gens achètent les cartes cadeaux chez moi. Mais tu vois, ça, c'est un exemple où, par exemple, dans une entreprise, il arrive souvent qu'on utilise des termes, mais qu'on ne sache pas exactement ce qu'il y a derrière. Et des fois, ce qui arrive, c'est que tu as la personne qu'on va dire plus affaires, plus business, qui utilise un terme avec une idée en tête. Et puis souvent, les services techniques ou ceux qui sont les IT ou les spécialistes de la donnée, eux, quand ils font les calculs pour te produire la valeur de cet indicateur de résultat, ils partent avec leurs idées. Et l'une des choses que l'on fait dans la gestion de données, dans la gouvernance de données, dans les deux d'ailleurs, c'est de s'assurer que celui qui va utiliser la donnée a donné une bonne définition explicite pour que celui qui va la produire corresponde bien à ce qu'il a besoin. Sinon, on peut faire des erreurs stratégiques phénoménales avec ça, tout simplement parce qu'on utilisait les mêmes mots, mais ce n'était pas les mêmes calculs derrière. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vais t'avouer, Eric, là, il me semble que je pense que je vais suivre tes 3 formations, Cool. dans le fond. Non, vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve que effectivement, dans le contexte actuel, c'était déjà nécessaire avant la pandémie. Là, ça l'est un peu plus, c'est exacerbé. Dans le fond, c'est davantage. Et on ne retournera pas en arrière. C'est-à-dire que même après la pandémie, toutes ces notions-là de e-commerce, puis tout le volet de transformation numérique dans lequel on est va juste continuer finalement d'aller de l'avant. Fait que ça va être très important effectivement pour les gens d'avoir les bonnes formations, de savoir comment stratégiquement s'organiser, que ce soit le gestionnaire et ou même l'employé, qu'est-ce que lui peut faire dans le fond pour contribuer à tout ça, parce que tu l'as dit, c'est l'affaire de tous finalement à l'intérieur de ça. Écoute,
Moi, j'en prendrais plus et plus, mais là, je pense qu'on va voir là, si on a des questions, s'il y a des gens qui veulent vérifier des choses. Sinon, les gens vont pouvoir, je le rappelle, écrire dans le petit formulaire qu'on a mis dans le clavardage si vous souhaitez vous abonner à l'infolette, avoir plus d'informations, avoir un service plus personnalisé, je le dirais comme ça, à cet égard-là. Ça va nous faire vraiment plaisir. Merci beaucoup, Éric, d'avoir pris le temps aujourd'hui de discuter avec moi de ce sujet-là. J'ai appris pas mal de petites choses. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tu as un dernier petit mot que tu veux souligner? Merci Isabelle de cette opportunité, puis j'espère vraiment qu'on va rendre service à notre communauté. Je crois beaucoup au fait que on est capable de préparer et d'accompagner les entreprises pour qu'ils vivent et qu'ils programment cette évolution culturelle plutôt que de subir une révolution culturelle qui, malheureusement, comme tu disais, on ne pourra pas passer à travers. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup encore une fois de ta présence aujourd'hui. Et puis, ben Mastera, on se trouve très, très chanceux là, de t'avoir parmi nous comme expert, comme passionné également du domaine. Donc, c'est vraiment intéressant là, de savoir que tu pourrais être là pour accompagner les entreprises, notamment dans leur développement, puis apprendre à saisir cette opportunité-là que les données peuvent donner tout en le faisant éthiquement et de façon responsable également. En Alors, tout écoute, cas, si le cours est intéressant, tu es une bonne étudiante aussi. oh, ben c'est toujours plus facile quand les formateurs sont intéressants. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Mais c'est un sujet de l'heure. Donc, c'était vraiment important, là. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir accueilli aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, sur notre page LinkedIn. Vous pouvez également vous abonner à notre infolette, en connaître davantage, nous appeler pour avoir des informations supplémentaires, nous envoyer un courriel. Tous les moyens sont bons pour communiquer avec nous. Et puis, par l'entremise, dans le fond, on pourra travailler avec toi encore, Éric, pour la suite des choses. Donc, sur ça, je vous remercie tous énormément. Et puis, au plaisir de vous peut-être revoir dans un prochain webinaire là, sur le même sujet ou d'autres sujets abordés par Mastera. Merci. Merci.